Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. Le retour du chef de l'État Macky Sall des États-Unis dans ses bagages, les dossiers de l'énergie, les infrastructures et puis la crise au nord Mali. Le président était à la 67e Assemblée générale de l'ONU. Elle aura finalement eu lieu, l'Assemblée générale des jeunes de la convergence socialiste, sans perturbation aucune. À suivre les propos de Malik Noël-Sec. Dans ce journal, la panique des riverains de Sacré-Cœur face au risque d'écroulement de leur immeuble. Ils crient au secours à l'État. Et puis Afrobasket 2012, la Coupe à Dakar ou à Bamako, réponse en fin de partie. La rencontre se joue au stadium Marius Ndiaye, un match momentanément, il faut le préciser, interrompu pour coupure d'électricité. Voilà pour les titres. Retour de Macky Sall à Dakar ce samedi. La question des infrastructures, de l'énergie et la crise nord-Mali ont été les principaux sujets abordés par le chef de l'État sénégalais à la 67e Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis, suivant les propos du président de la République Macky Sall à sa descente d'avion au micro de Ibou Diouf et Aliou Mbaye. J'ai également pris part à d'autres rencontres en marge de la session. En effet, le 26, nous avons eu une réunion de haut niveau sur le Sahel, dont le thème principal était le Mali, ainsi que les mesures appropriées qui devraient être mises en œuvre pour la libération du territoire du Nord Mali. J'ai aussi participé à une rencontre spéciale consacrée à la mobilisation de la communauté internationale pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. J'ai, avec le président Yahi Boni, participé à la table ronde organisée par le Millennium Challenge Corporation sur l'état de démocratie, l'état de droit et le développement économique et social cas du Sénégal, qui, comme vous le savez, bénéficie présentement d'un important financement du MCC à hauteur de 540 millions de dollars US, soit plus de 280 milliards de francs CFA. Projet dont les travaux vont démarrer ce mois d'octobre à Kolda, avec la construction de la route RN6 qui part de Ziguinchor à Vélingara, en passant par Kolda, ainsi que la construction du pont de Kolda, la route Richard Toll-Ndioum, qui est également une route essentielle dans le nord, avec aussi la construction du pont de Ndioum, ainsi que l'aménagement de 10 000 hectares de terre dans la vallée du fleuve, entre autres. J'ai aussi pris part à d'autres manifestations organisées par des promoteurs économiques américains intéressés par l'investissement au Sénégal, en particulier dans le secteur de l'énergie. Et je puis vous dire que le ministre de l'Énergie a pu signer hier, si c'est effectif, un Memorandum of Understanding qui doit permettre à la Sénélec de disposer de capacités additionnelles dans les tout prochains mois, de façon à améliorer très sensiblement l'offre d'énergie et dans des conditions bien meilleures. Ensuite, je me suis entretenu avec plusieurs collègues, mais également j'ai eu une réunion de travail avec le secrétaire général Ban Ki-moon sur différentes questions qui touchent la sous-région, la Guinée-Bissau en particulier, le Mali, le rôle et la place du Sénégal dans les opérations de maintien de la paix dans le monde, ainsi que le rôle de nos cadres au sein du système des Nations Unies.
Chose promise, chose faite, nous parlons de Malick Noël Seck et ses camarades de la Convergence socialiste qui ont tenu leur assemblée générale sans perturbation aucune. Au menu, le renouvellement du bureau politique. Je vous propose d'écouter Malick Noël Seck au micro de Dissa Prera et de Pape Fall. Nous avons reçu toutes sortes de menaces pour ne pas venir ici. Mais nous avons dit aussi à tout le monde, à tout le peuple sénégalais, que nous viendrons aujourd'hui pour cette Assemblée générale. Nous viendrons parce que notre combat dépasse le cadre exclusivement politique. Ce que nous allons faire dans les 5 ans à venir, c'est faire en sorte de réconcilier le peuple sénégalais et la classe politique. Car c'est la classe politique qui détermine nos conditions d'existence. Et donc il est important aujourd'hui que chaque Sénégalais puisse s'intéresser au mode de fonctionnement et à ce qui se passe dans les partis. Parce qu'il y a de la corruption au Sénégal. Cette corruption-là touche tout le monde, y compris notre parti. Et nous espérons que ce que nous allons faire aujourd'hui va créer des émules dans les autres partis. C'est un combat générationnel. On ne peut pas se débarrasser d'un fléau comme Wade et laisser son venin se propager dans nos partis. Nous allons donc reconduire le bureau à quelques membres près. Donc je vais faire la liste du bureau de Convergence socialiste. Écologie, politique, enjeux et perspectives au Sénégal, c'est le thème choisi cette année par les Verts lors de leur université d'été, un événement qui coïncide avec la décision du gouvernement de donner une place importante à l'environnement au sein de la prestigieuse institution, notamment le Conseil économique, social et environnemental. Le rassemblement des écologistes applaudit mais attend des résultats. Un compte rendu Fat Bintou Konté Marjan. Le gouvernement du Sénégal vient de poser un acte majeur en mettant sur pied une institution dont l'environnement occupe une place importante. Le Conseil économique, social et environnemental. Une mesure saluée par le rassemblement des écologistes du Sénégal. Ils attendent que ces décisions soient suivies d'actes concrets. Dans l'ancien Conseil économique et social, le volet environnemental était dedans. Bien sûr, il n'était pas dans l'intitulé de la dénomination de l'institution. Si c'est cela que le président Macky Sall a voulu corriger en mettant plus en vue l'aspect environnemental du développement de notre pays, nous applaudissons. Maintenant, nous restons à l'écoute pour savoir si réellement les environnementalistes que nous sommes, les écolos, qui sont là depuis belle lurette, et soit dit en passant, nous sommes de la mouvance actuelle, si nous allons être associés à cela, pour nous permettre d'apporter la touche de notre expérience dans l'animation de cette institution. L'écologie politique souffre d'un manque criant de visibilité au Sénégal. Les partis politiques qui s'activent dans l'environnement ont du mal à décoller. C'est que nous ne sommes pas comme les autres partis. Nous sommes là et nous faisons la politique différemment. C'est nous qui avons initié la citoyenneté active dans ce pays. Tout le monde l'a oublié. C'est nous qui avons mis en chantier les mouvements citoyens. C'est nous qui avons l'anu porteur d'un projet de société que nous essayons de partager avec les populations. Nous l'expliquons, ce projet de société, en comptant sur les relais que vous êtes. En université d'été pour 2 jours, les camarades de Ousmane Sow Huchard vont se pencher sur les enjeux et les perspectives de l'écologie politique dans notre sphère sociale. En fonction de notre option politique, qui est verte, le développement pour nous se fonde sur l'écologie. L'écologie n'est plus une contrainte, mais un avantage, un levier dynamique pour le développement du pays. C'est donc ça les enjeux. On définit donc entre nous ce que nous retenons comme étant l'écologie politique, dans laquelle on trouve des leviers ancrés sur les valeurs écologiques pour pouvoir développer notre pays. C'est donc ça les enjeux. La perspective également, c'est de retrouver toute la famille écologiste autour d'un pôle vert pour qu'ensemble nous développions le programme dont nous avons parlé. Ce programme, il est quoi? Il est essentiellement basé sur les énergies renouvelables, il est basé sur les solidarités, il est basé sur les droits humains, il est basé sur les échanges à tous les niveaux en utilisant ce que nous avons appelé la citoyenneté écologiste. Cette université d'été, la 7e du genre, va permettre à ces écologistes d'apporter un souffle nouveau à leur formation politique, mais aussi d'engager une croisade contre les fléaux qui mettent en péril la planète et ses populations.
Une assemblée générale qui s'est tenue au parc de Hann. Nous vous le disions en titre, l'alerte des riverains de l'immeuble Mbacké Anta, une bâtisse qui risque de s'écrouler à tout moment. Raison pour laquelle les habitants du quartier Sacré-Cœur veulent que les autorités compétentes réagissent avant que le pire n'arrive. Daouda Sow et Artan Arba sont allés à leur rencontre. Suivez. L'immeuble Mbacké Anta qui menace de s'effondrer sème la panique chez les populations de Sacré-Cœur. Ces riverains dénoncent l'insécurité dont ils sont victimes et souhaitent voir leur vie revenir à la normale. La ceinture de sécurité mise en place gêne les mouvements sur les lieux. Actuellement, ce mastodonte nous empêche de dormir. Il nous empêche de travailler et de vaquer à nos occupations. Avec la ceinture de sécurité, nous avons des difficultés pour bouger. Pratiquement, nous vivons une atmosphère d'état d'urgence. Toutes les activités commerciales sont au ralenti. Moi, pour récupérer ma voiture, je suis obligé de faire un grand tour. Dans le cadre des urgences médicales ou autres, nous sommes tenus de faire un grand tour. Beaucoup d'occupants du bâtiment et des environs ont été déguerpis de leur foyer à cause du danger que représente l'immeuble. Parmi eux, cette dame, hébergée par des voisins. Nous sommes dehors, nous sommes hébergés et nous savons où donner de la tête actuellement. Ils ne nous donnent aucune assistance. Pas de réponse quand on écrit. Nous avons écrit au maire, nous avons écrit au préfet. Pas de réponse. Tous nos effets sont là-dedans. Mon congélateur, mon frigidaire, tout est là-dedans. Dans le quartier, l'alimentation en eau connaît aussi des perturbations. Les habitants de Sacré-Cœur en appellent à la responsabilité des autorités compétentes. Depuis le sinistre, il y a une bonne partie des maisons qui n'ont pas été correctement approvisionnées. Il y a un lot qui ne reçoit même pas une goutte d'eau depuis plus d'1 mois. Et on attend les réponses idoines de la SDE. S'il faut faire tomber l'immeuble, on le fait tomber. S'il faut réhabiter, on le réhabite. L'essentiel est que la voie soit dégagée, qu'on puisse quand même circuler librement. Les riverains de cet immeuble souhaitent avoir des éclaircissements sur l'état d'avancement du dossier qui date de plus d'1 mois. Ils veulent également des solutions définitives aux problèmes afin que la quiétude revienne dans le quartier. Sur l'insécurité routière, retenez l'accident sur la route Marsassoum. Une moto Jakarta et une charrette sont entrées en collision. Bilan, 1 mort. Il s'agit donc du conducteur de Jakarta. Ses 2 clients sont actuellement hospitalisés. Et puis encore une victime des pluies diluviennes, une jeune fille de 14 ans du nord de Khadignan est morte suite à l'effondrement de leur concession. Le drame s'est produit à Koussanar, à 45 km de Tambacounda, dans la nuit du jeudi au vendredi. Tristesse et désolation étaient donc les sentiments les mieux partagés dans cette famille. La controverse continue autour du tunnel de Soumbédioune au village artisanal. Certains exploitants exigent l'enlèvement du tunnel, un ouvrage source de la baisse de leur chiffre d'affaires, comme ils l'ont souligné. Reportage Mariam Biramba, Yaya Diallo. Calme plat au village artisanal de Soumbédioune, que d'expositions de produits de l'artisanat d'art pour nous accueillir. Entre autres, des robes brodées, des porte-monnaies en peau de crocodile ou d'iguane, des textiles. Mais le ton n'est pas rose pour les artisans de Soumbédioune. Selon certains commerçants, le village souffre d'un enclavement dû à la construction du tunnel. Le tunnel ne nous arrange pas. Nous ne voyons plus de touristes. Le village artisanal n'est plus aussi visible, connu et fréquenté comme dans le passé. On peut rester des jours, voire même des mois, sans voir de clients. Pour moi, le tunnel n'a aucun avantage. Nous n'avons même plus de parking pour les voitures. Cette femme, établie sur les lieux depuis plus de 10 ans, n'embouche pas la même trompette. À chaque fois, j'entends les gens dire qu'on doit détruire le tunnel. Mais c'est du gâchis. Le tunnel, on l'a construit avec notre propre argent. Je pense que la seule solution, c'est d'aménager le
Pour mener à bien leur combat, certains artisans appellent à l'unité et à la solidarité du secteur. Pour que l'État nous aide, il faut qu'on ait d'abord une entente au sein du village. Et c'est vraiment cela qui nous manque. En pleine saison, le village de Soumbédioune est déserté. Ces exploitants ne savent plus à quel sens se vouer. Ils demandent l'appui de l'État afin que le village retrouve son lustre d'antan. Mariam Biramba, merci. Autre aspect de l'actualité, dynamique de paix en Casamance, c'est le slogan qui accompagne le projet des jeunes scouts de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Ils ont sillonné ces 3 pays et reçus par le chef de l'État bissau-guinéen. De passage dans le sud du Sénégal, ces jeunes ont déploré l'attitude du ministre sénégalais de la jeunesse qui n'aurait pas répondu à leur invitation. Henri Deki, le coordonnateur du projet, est au micro de Tcherno, Laurent Mendy et Bakary Conté. Le lancement qui a été fait à Ziguinchor, nous avons réfléchi sur le tel, quelle nouvelle stratégie pour le retour de la paix en Casamance. Et les jeunes ont réfléchi, ils ont fait des propositions pertinentes qui sont aussi utiles pour le MFDC, mais aussi utiles pour le gouvernement du Sénégal, comme le gouvernement de Gambie et de la Guinée-Bissau. Mais également, la manière où nous avons été reçus également par le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Chérif Founia-Madio, qui a reçu tout simplement une information de la part de ce conseil là, à travers notre président du comité, parce que le comité dynamique de paix est représenté en Guinée-Bissau par un président de la cour d'appel qui est devant moi et qui est le président de l'organisation de la caravane. Donc nous avons été reçus par le président et dans son enseignement, d'abord il nous encourage et nous donne l'engagement de la Guinée-Bissau aux côtés du Sénégal à œuvrer pour le retour de la paix en Casamance. Et dans son allocution, il s'engage à renvoyer tout détracteur qui viendra semer des troubles au Sénégal pour se réfugier en Guinée. Il a dit qu'il a fini avec cette question-là. Nous allons interpeller notre ministre de tutelle pour qu'il nous accompagne. Mais malheureusement, nous n'avons reçu ni une lettre de réponse, nous n'avons reçu ni sa réaction, mais nous, on n'a pas demandé un appui financier. Nous avons fait qu'il nous donne de sa présence, ou bien qu'ils envoient quelqu'un, ou bien qu'il répond, nous sommes de tout cœur avec vous. Henri Deki. Abdoulaye Diop, un financier au service de l'Afrique, c'est le titre de l'ouvrage qui retrace le parcours de l'ancien ministre sénégalais de l'économie et des finances. L'auteur, Abdoulaye Farba Diop, parle d'un commis de l'État, un financier hors pair. Selon certains témoignages, la cérémonie de dédicace a eu lieu hier après-midi. Retour sur l'événement avec Cheikh Abdoul Khadr Mbacké Seck et Ababakar Kamara. Cet après-midi, l'ancien ministre de l'économie et des finances sous l'ancien régime de 2001 à 2012 a marqué de son empreinte l'économie du Sénégal. C'est ce parcours que l'ancien directeur de la production des nouvelles éditions africaines, Abdoulaye Farba Diouf, a retracé avec des témoignages qui peuvent servir de viatique pour les générations futures. Abdoulaye Diop, un financier au service du Sénégal et de l'Afrique, c'est le titre de l'ouvrage. C'est un sujet qui m'intéressait. Parce que je m'étais tout juste posé la question de savoir comment un ministre de la République avait pu rester avec Wade 12 ans durant, donc passer, comme j'ai dit, entre les gouttes d'eau et aujourd'hui sortir pratiquement indemne de ce compagnonnage. L'auteur a fait sortir Abdoulaye Diop de sa discrétion. L'ancien ministre de l'économie et des finances se réjouit de ce livre qui fait partie de la collection des géants d'Afrique. Je voudrais en tout cas remercier le président Alioune Badara Bèye, Abdoulaye Farba Diouf et toute la rédaction, tout le comité de rédaction du livre qui m'ont fait l'honneur de me choisir parmi tant de Sénégalais qui sont certainement beaucoup plus méritants que moi. En tout cas pour écrire ce livre. Amis, proches des collaborateurs témoignent sur l'homme avec quelques anecdotes à l'appui. Nous sommes pratiquement des jumeaux. Ce que je peux dire, c'est que, comme on en a témoigné tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, toute sa vie durant, a essayé de conformer
sont vécues aux valeurs fondamentales avec lesquelles il a grandi. Abdoulaye Diop a déjà reçu le prestigieux prix du meilleur ministre des Finances d'Afrique, édition 2012. Il lui a été décerné par le magazine international The Banker, une édition du groupe Financial Times. Nous restons dans ce registre culturel, cette fois-ci pour parler des artistes chinois au Grand Théâtre. La troupe Shanghai a revisité le répertoire musical du Super Étoile de Dakar, une manière de raffermir les relations sino-sénégalaises sur le plan culturel. En appoint, une troupe de danse sérère. La créativité, c'était donc le maître mot lors de cette prestation. Reportage Ibou Diouf et Youssou Baro. Une ambiance de fête en spectacle de sonorité venue d'horizons différents. La Chine à l'honneur et quand les artistes de la troupe de Shanghai montent sur scène, ceci rappelle le Super Étoile de Dakar. Les artistes chinois ont fait montre de leur créativité avec également d'autres chorégraphies. Les acteurs culturels étaient de la partie, une bonne occasion pour le ministre de la Culture de magnifier les relations culturelles entre la Chine et le Sénégal. Excellente entre nos deux pays, aussi qui se passe dans un lieu symbolique. Vous connaissez l'histoire du Grand Théâtre avec vraiment la Chine. Et un spectacle aussi qui démontre que le Grand Théâtre aussi a un aspect international. Je pense que nos relations au niveau culturel ont été magnifiées ce soir. Je tiens à féliciter les troupes de la Chine d'abord qui est venue de Shanghai et notre troupe aussi qui a représenté le Sénégal venant du Sine. Une initiative à pérenniser des artistes d'ici et de la Chine sur un même plateau. Un bon programme pour les mélomanes et autres citoyens des deux nations. Tout ça démontre vraiment que l'art n'a pas de frontières. Donc je remercie l'ambassadeur. Je sais que c'est un spectacle qui devrait être encore beaucoup plus suivi par les Sénégalais. En tout cas, je suis ravi. Promouvoir la culture artistique des deux pays, un véritable levier pour booster la coopération entre le Sénégal et la Chine. Le Grand Théâtre attend sur sa scène d'autres programmes. C'est avec Cheikh Tidiane Diaw pour l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir Naïfatou. Alors, la chance sourit au Sénégal avec l'Afrobasket 2012. Ouais, les Lioncelles, donc sacrés champions d'Afrique des moins de 18 ans. Le match vient de se terminer à l'instant. Un match épique face au Mali. Pour en savoir davantage, allons directement au Stadium Marius Ndiaye pour y retrouver Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou, j'imagine que l'ambiance est à son comble en ce moment même. Effectivement, cher, l'ambiance est tout simplement à la folie au Stadium Marius Ndiaye avec donc cette fin de match époustouflante. Les deux équipes nous ont tenus en haleine durant toute la partie, que ce soit le Mali et le Sénégal. Et finalement, c'est le Sénégal qui remporte l'Afrobasket 2018 sur le score de 55 à 50. Il faut dire que cette partie a été plutôt mal entamée par les
monde n'était pas en forme. Et donc, l'entraîneur a pris le parti de son parti. Nous le méritons de cette équipe sénégalaise. Je crois que l'essentiel de cette soirée arrive à sa fin. On va retenir que le public est joyeux. Ça nous arrive si rarement de gagner qu'au fait, je crois que les gens sont restés ici devant leur poste et donc sur les gradins, tout simplement savourer ce moment. Donc on vous rappelle, le Sénégal est devant le Mali, 57 à 50, chef Gambien. Voilà, Mamfatou Ndoye, merci. Nous nous excusons de la qualité sonore, mais vous imaginez que c'est l'ambiance qui est électrique actuellement au stadium Marius Ndiaye avec cette victoire. Donc le Sénégal qui vient d'être sacré pour la deuxième fois donc, de son histoire. Avec ses moins de 18 ans, rappelons que chez les garçons aussi, c'est le Sénégal qui avait gagné cette compétition. Voilà, donc c'est Lyon, Ndeye Fatou qui ont eu la désagréable surprise de se voir expulsés de leur hôtel à quelques heures de leur finale. Il a fallu l'intervention du ministre de l'Intérieur pour que tout rentre dans l'ordre. Je vous propose de suivre, de voir la colère de Baba Tandian, le président de la Fédération sénégalaise de football, interrogé par Pape Abdoulaye Der. Soit disant que le comité devait payer le reste de l'argent sur une facture de 26 millions, sur lesquels 13 millions ont été avancés. Le reste, bien sûr, on est obligé d'attendre jusqu'à la fin de la compétition parce qu'il y a des délégations qui partent un peu plus tôt, il y a des délégations qui ne veulent même plus dormir ici, et il y a des manquements sur lesquels, des manquements qui ont été relevés depuis quelques jours, c'est-à-dire que la mauvaise bouffe, la malbouffe, et pire que ça encore, hier soir, il paraît qu'il n'y avait pas d'électricité, et ce n'était pas la première fois, hein, parce que je crois que c'est la 3e ou la 4e fois, il n'y a pas d'électricité, et il se permet de faire un chantage abominable, hein, soit disant que où on paye, où les joueuses ne déjeunent pas, et pire que ça encore, il a voulu les séquestrer, parce qu'il a voulu fermer les chambres à clé, joueuses dedans ou pas dedans, c'est-à-dire que personne ne sort, personne ne rentre. Il a donné un semblant de recul, soit disant que bon, qu'on lui fasse un engagement, il arrête. Bon, moi, je n'avais pas du tout l'intention de lui faire un engagement. Le ministre lui a fait un engagement comme... Le ministre des Sports. Le ministre des Sports était venu ici avant-hier et il a dit qu'il allait payer. Et il a donné des instructions pour payer. Alors, donc je ne vois pas pourquoi il veut absolument avoir ce comportement ce matin. Alors, nous, on était obligés d'appeler... Personnellement, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur qui a intervenu de façon efficace. Appelé le patron de l'hôtel, c'est-à-dire M. Saleh, qui est le propriétaire de Magicland, qui est en même temps le propriétaire de l'hôtel, qui, paraît-il, a appelé pour remonter les bretelles au directeur général. Finalement, le problème a été réglé. Alors, la direction de l'hôtel a tenu à réagir via un communiqué. Selon elle, Baba Tandian n'a pas l'intention de respecter ses engagements. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball donc ne veut pas payer la facture due à l'hôtel. Concernant la nourriture, la direction de l'hôtel soutient avoir soumis le menu aux différentes équipes, mais il n'y a pas eu d'observation. Toujours selon le communiqué, donc, le ministère des Sports va diligenter le paiement sous 8 à 10 jours, la somme de 13 258 000 francs CFA. Vous entendrez cette direction en la personne de leur directeur commercial qui va réagir demain donc, dans nos éditions. Nous parlons à présent de football avec la 6e journée du championnat d'Angleterre.